parce que l'instituteur, le professeur est conscient que ses élèves ne sont pas à niveau. Donc, quelque part, lui, c'est sa contribution pour le développement. Il se rattrape lui-même. Oui, il se rattrape lui-même. Maintenant, si ça devient un commerce, et puis au-delà des cours de renforcement, je dis toujours, il y a des professeurs qui vont plus loin, ils font des brochures qui vendent à la place des livres. Donc, mais s'ils pensent que ça peut être... tous les devoirs sont tirés, oui, tous les exercices sont tirés de ces fascicules là. Et si ces fascicules, s'ils pensent que c'est pour aider les parents et que c'est moins cher que les livres, je pense qu'ils doivent proposer ça au ministère de l'Enseignement, pour que le ministère de l'Enseignement propose à un éditeur qui va éditer, ça va être plus accessible aux parents. C'est pas à lui de faire du commerce à l'école. Commerce sous manteau à l'école. Voilà, donc vraiment, il faut que ça change. Mais le coordinateur national, M. Kwasi David, a été clair ici. Il ne s'agit pas d'actions qui entrent dans les attributions des COJES. Voilà, il trouve qu'il y a du zèle, on en fait un peu trop, il y a des choses qu'on peut refuser et sans autre forme de conséquences. Donc, les coûts de renforcement obligatoires et qui sont à péage, bon... C'est vrai que ce n'est pas dans les... Ça c'est quand même un bon débarras. C'est vrai que ce n'est pas dans les attributions des COJES. Mais dans les tests de COJES, on dit que le COJES a le droit d'avoir un regard sur l'école. Mais le regard sur l'école, c'est eux qui devaient corriger ça. Les abus des directeurs d'école, des abus des instituteurs ou des professeurs. Le COJES a le droit de regard là-dessus. C'est pourquoi c'est une gestion de proximité. Donc, c'est leur devoir d'arrêter tout ça. Il y a un problème fondamental. Aujourd'hui, c'est clair que beaucoup d'agissements visant à faire cotiser les cotisations, il a dit, il s'agit de cotisations exceptionnelles. Il ne s'agit pas de cotisations récurrentes. Aussi, bloquer les résultats, bloquer les convocations. Vraiment, c'est érigé en autorité. Si on n'a jamais de bilan. Voilà. Voilà, c'est des choses illégales. Il a dit ici, c'est illégal et il a été clair dessus. Le problème fondamental dans nos États, Mohamed, ce n'est pas seulement les fascicules à l'école, hein. C'est le même phénomène aussi dans les hôpitaux où le médecin te dit tout le monde dans ma clinique. C'est un genre de fascicule aussi. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il ne peut pas donner un papier pour te guérir. C'est un genre de coup de rattrapage. C'est un genre de coup de rattrapage. Donc, dans le service public, on ne peut pas résoudre. Justement, allons privé. Allons de l'autre côté là-bas. C'est la même chose. Le gars te dit, bon, écoute, moi, mon salaire est bas. Voici des fascicules pour se faire des trucs. Vous voyez, quand on parlait du choix, même quand on parlait de la fonction publique, je vous ai parlé des primes, de certains agents qui avaient des primes par rapport à leur travail. Et vous voyez que c'est le même problème de primes, de comment arrondir les fins de mois qui engendrent tous ces genres de problèmes. C'est pour ça que l'État a sa responsabilité là-dedans. Quand on voit le système de fonctionnement du COJES avec d'autres structures que l'État met en place pour que les gens puissent se gérer, on a l'impression qu'il y a un bon débarras de l'État. Et ces structures deviennent des caisses noires pour les individus et la souffrance c'est pour les usagers. Alors, il faut que l'État puisse prendre ses responsabilités vis-à-vis de ce genre de choses. Il y a même des fonctionnaires COJES. Justement. On a eu beaucoup de cas ici qui déménagent au sein de l'établissement, bureau, secrétaire. Donc, ouais, ça c'est des abus et c'est les parents, les usagers, les populations qui en souffrent. C'est pour ça que même quand l'État crée des structures, il faut que l'État lui-même puisse pouvoir les gérer, puisse condamner des gens parce qu'ici on a l'impression qu'il y a des lois, il y a des anti-lois et tout le monde, personne n'est touché parce qu'il y a des soutiens. Il y a des soutiens. Il faut qu'il y ait des vérités qu'on puisse se dire parce que nous voulons aller au développement. L'école, là, on ne fera jamais, aucun État ne fera l'émergence dont on parle 2020 sans l'école. C'est impossible. C'est impossible parce que le monsieur vient de le dire. On va faire l'horizon, comment on appelle ça, l'émergence avec qui? Avec qui? Mais avec ceux qu'on forme. Mais on la forme comment? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Oh, nous sommes dans un monde de compétition, nous sommes en guerre. En guerre, en guillemets, quand je dis guerre, je ne parle pas de guerre des armes, hein, mais nous sommes en guerre, nous sommes dans un monde de compétition. Il faut que chacun vienne avec ses valeurs, il faut que chacun vienne avec ses intelligences. Mais nous, Africains, comment nous formons nos intelligences? Voici le problème. Très bien. Et surtout, que nous sommes à la source de l'intelligence, à la source, je vais dire, de la création des fonctionnaires et des dirigeants de demain. Et ce qui est déstabilisant, c'est que les élèves eux-mêmes commencent à se rendre compte des supercheries, des COJES. Et ça, c'est un peu inquiétant. Fort heureusement, le coordonnateur a été clair et formel dessus. Des agissements sont illégaux. Alors, Patrick sur la toile dans seulement quelques secondes.
Voilà, ils sont toujours très actifs, hein, nos internautes sur la page Facebook de notre émission. Nous allons revenir sur la date du 7 octobre, hein, où M. Ismaël Diop s'était prononcé par rapport à la question, si vous me permettez. Les ONG dans voilà, la lutte justement, contre Ebola. Voilà. Contre Ebola. Et ça avait été reposé, Mohamed, est-ce que la mobilisation internationale portait fruit? Voilà. Commandant Massoud répond, disons oui, évidemment, la mobilisation internationale porte des fruits, mais je pense que tous les pays doivent prendre des mesures de prévention comme celle de la Côte d'Ivoire afin d'éradiquer l'épidémie du monde. Toumani Touré, à cette question, nous pouvons dire oui au niveau de l'Occident qui a déployé des moyens comme la France qui va construire un hôpital militaire au Sénégal et au USA, aussi qui a envoyé des médecins militaires au Libéria, mais au niveau de l'Afrique, la mobilisation ne se voit pas car aucun pays africain national fait signe de solidarité aux pays touchés. Et cela montre une fois de plus nos faiblesses. Je rappelle que c'est le 7 octobre. Oui, hein. ça c'est discutable. Voilà, c'est le best-of, voilà, je vais dire derrière. Le 7 octobre, je veux dire que on n'avait pas encore atteint ce niveau-là, donc le discours a peut-être changé jusque-là. C'est exact, Mohamed. Kamso nous dit effectivement qu'elle porte des fruits, car avec les aides des différents pays et de la Banque mondiale, c'est sûr que l'épidémie d'Ebola disparaîtra. Cette épidémie a entraîné la Banque mondiale à mettre en garde contre une catastrophe économique dont les pays touchés. Franck Arthur de Pornay nous dit « La volonté est là, mais le cœur n'est pas là. La communauté inter est plus préoccupée à faire la guerre pendant qu'il y a des morts en cascade. Ici en Espagne, les gens se mobilisent pour éviter qu'on tue un chien contaminé par le virus d'Ebola. Chacun sa priorité. Il est en Espagne. Il est depuis l'Espagne. Depuis l'Espagne. Le chien de l'infirmière qui avait été contaminé. Tout le monde se mobilisait pour ne pas tuer le chien. Il fallait éliminer le chien. Justement. Et il y a eu des sittings devant le domicile de l'infirmière parce que le chien ne devait pas du tout mourir, même s'il avait le virus d'Ebola. Ça c'est énorme. Ouais, ça c'est un fait. Ok. Ouais, écoute, moi je ne suis pas contre ça parce que vous voyez, Mohamed, on ne peut pas développer un peuple si on n'a pas de l'amour pour ce peuple. C'est ce que je vous ai dit. Le mépris de certains chefs d'État vis-à-vis de leur population engendre plein de problèmes. Aujourd'hui, 1000 Africains meurent, on s'en fout. Ça c'est clair. C'est une réalité, il faut qu'on le dise. C'est pour ça qu'il faut que nos chefs d'État, qui nous disent, chers compatriotes, puissent prendre leurs responsabilités, qu'ils nous aiment avant de nous diriger. Parce que s'ils ne nous aiment pas, il ne peut pas lutter pour notre propre développement. Ça, c'est clair. En fait, moi, je pense qu'on a aussi notre responsabilité. Moi, je prends le cas des ONG localement. Mais pour aller dire, tu interviens dans un village, dans un autre domaine, pour aller sensibiliser ces populations-là, tu n'as pas besoin de l'État. Bon, pour aller dire, il faut se laver les mains, et ne pas, à chaque fois on salue quelqu'un, ou bien ne plus manger la viande de brousse, à chaque fois tu salues quelqu'un, il faut se laver les mains au savon. Et là, on n'a pas besoin de l'État. Commençons comme ça. Pour que, après, l'État, ça met du temps pour mobiliser certaines choses. Et l'État, parce que il y a beaucoup de... C'est facile. Si la vie des populations est en danger, ça doit être immédiat. Ça doit être immédiat parce que nous... C'est ce qui se passe, non, un peu partout. Non, moi je réponds à ce que tu es en train de dire. Nous, je veux parler de notre responsabilité aussi. Il faut partager la responsabilité. Non, attendez, aujourd'hui, on est assis sur ce plateau. Notre responsabilité, c'est de sensibiliser pour Ebola. Bien sûr. De décrire certaines choses pour des problèmes qui se passent en Afrique. Oui. Le seul pouvoir que nous avons sous la main, c'est ça, c'est parler. Oui. Et ces ONG, localement, ils n'ont pas besoin d'argent. Par exemple, je donne un exemple. Tu es à Mans, pour aller sensibiliser des gens à Biancoumont dans la zone où tu interviens. Tu n'as pas besoin que l'État t'envoie l'argent pour que tu ailles le faire. Il lui fait à quel moyen? Mais il est dans son domaine déjà, il intervient dans cette zone-là. C'est dynamo. Il fait à quel moyen? Non, moi je voulais que tu me dises, il fait à quel moyen? Quel moyen, comment? Mais il va se lever pour aller sensibiliser les gens bien comment? Mais on le connaît, on connaît son visage. À chaque fois, il va là-bas pour parler de son ONG. Quand il s'agit de parler de son ONG ou bien de communiquer sur son ONG, il a besoin de qui? Ah, vous voyez, c'est la même chose. Quand il s'agit aussi aux dirigeants de rester au pouvoir, les moyens sortent. Les moyens sortent. Donc vous dites que quittons dans les intérêts, qui sont les intérêts personnels et allons dans l'intérêt collectif. Quand on va dans l'intérêt collectif, vous allez voir tout ce que les sociétés vont sortir. Le problème de l'Afrique, c'est qu'il faut qu'on s'aime. Non, je ne dis pas que les dirigeants sont clean, mais on a aussi notre part de responsabilité. Bien sûr, je suis d'accord avec ça, mais notre part de responsabilité est minime vis-à-vis du danger en ce moment.
comment on appelle ça, la part de responsabilité la plus grande incombe à nos dirigeants. C'est une trouve qu'il faut jouer collectif, absolument. Mais Diop trouve qu'il ne faut par exemple pas attendre l'État pour des petits riens. Oui, diffuser une information, oui, je suis d'accord avec lui. Des populations sur une situation, sur un péril en cours. Mohamed Sy me disait qu'une ONG qui a ment, pour sensibiliser les populations qui sont à Mans, n'a pas besoin de l'État. Je suis d'accord. Mais quand il va aller à Biancouma, il faut que monsieur se déplace. Biancouma, c'est à 15 minutes de voilà. Attends, je dis ça comme ça. Patrick vient de recevoir une réaction tout à l'heure. On la lit d'abord avant le téléphone. Oui, on l'a dit, si vous me permettez. Allons-y. Et Mariam est en ligne. D'accord. Arthur Loïc Adou nous dit oui, la mobilisation internationale porte des fruits en ce sens que la maladie à virus Ebola est connue de tous, mais le plus important reste à trouver un remède. Il faut qu'une organisation médicale africaine soit mise en place avec en son sein 2 médecins de chaque État africain pour trouver une solution. Merci beaucoup, c'est une proposition. 22-42-54, elle est à Port-Bouet. Mariam, elle est malheureusement partie. La suite, ce sera avec cette séquence tirée de l'émission du 13 octobre 2014. Seydina Chérif Ahmed se prononçait sur le rôle, l'utilité et les rapports entre le COJES et les parents d'élèves. Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale ne peut pas gérer les établissements? Ça, c'est la première question que je me pose. Ou bien, est-ce que le COJES est une caisse noire du ministère ou bien de certaines personnes? Il faut qu'on se pose ces genre de questions. Parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, nous savons très bien qu'il a été dit que l'école est gratuite. L'école est gratuite. Ils sont en train même de mener une politique de rendre l'école obligatoire. Est-ce qu'on peut rendre l'école obligatoire dans ce contexte-là? Ça devient un peu compliqué. Maintenant, moi, dans mes recherches, on dit que le COJES a été créé pour pouvoir trouver des financements extérieurs pour le meilleur fonctionnement des établissements scolaires. Voilà ce que moi j'ai appris. Maintenant, je me demande, est-ce que le ministère, oui, l'État a besoin de créer des comités dans des établissements scolaires pour aller trouver des financements? Ça, c'est la question que je me pose. C'est pour ça qu'il n'y a pas de question. Attends, vous savez très bien qu'il y a deux sortes de conflits que COJES crée dans les établissements. C'est d'abord le conflit entre le COJES et les chefs d'établissement. Pourquoi ce conflit existe? Il faut qu'on donne des explications. Il y a le conflit par rapport à la présidence même du COJES. Les parents d'élèves veulent la présidence du COJES. Pourquoi? Parce que toutes ces questions doivent nous interpeller. Parce qu'il y a un problème d'argent là. Et pourtant, on dit le COJES doit trouver des financements pour le bon fonctionnement de l'établissement. Parce que j'ai vu tout à l'heure, l'élément que nous avons vu à la télévision tout à l'heure, on dit des motos pour des conseillers de COJES. Ces conseillers de COJES, c'est des fonctionnaires. C'est des gens qui sont à l'école pour devenir conseillers de COJES. C'est pour leur mobilité. C'est pour leur mobilité. Oui, mais non, conseil de COJES, c'est qui? Parce qu'on n'est pas tous à Abidjan là où le réseau routier. C'est ce que je veux savoir. Conseil, puisqu'on dit dans chaque établissement, le COJES est constitué d'enseignants. Hein, comment on appelle ça? Il y a un président et un trésorier qui sont votés par assemblée. Et puis un enseignant, secrétaire général. Moi, je pense que les acteurs du COJES, ce sont des enseignants eux-mêmes. Alors, quand on dit les conseillers du COJES ont des mobilettes, c'est qui ces conseillers-là? Écoutez, avant COJES, on avait les meilleurs élèves. On allait à l'école sans COJES. Je me pose, les économes dans les établissements servent à quoi aujourd'hui? Moi, je me pose cette question. Est-ce que le COJES n'est pas une contre-politique contre la politique de gratuité de l'école? Voici la question que moi je pose. Grande question et beaucoup d'interrogations, beaucoup de chapitres avec Seydina Chérif Ahmed. Kaboré est en ligne de Cocody ou de Port-Bouet, nous donnons la précision. Cocody, merci Fatou. Kaboré, bonjour. Monsieur Kaboré. Malheureusement, nous n'avons pas de retour, il doit être là. Monsieur Kaboré, êtes-vous là? Bon, nous n'avons pas de retour, Monsieur Kaboré, malheureusement. On va aller sur Internet avec Patrick Diakan en attendant qu'on rétablisse la connexion avec Monsieur Kaboré qui nous appelait depuis la commune de Cocody. Patrick. Dit Maria, si c'est nous dit, on doit annuler cette histoire de COJES car dans mon établissement, ça fait au moins 6 fois qu'on me demande de payer les COJES pour bâtir le mur. Mais on n'a jamais vu le mur en train d'être bâti jusqu'à ce que les parents d'élèves organisent une réunion qui a pu mettre les choses en clair. Emmanuel Vassi nous dit bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de pouvoir donner mon point de vue sur ce fléau qui secoue chaque année les parents en milieu scolaire. Je le traite de fléau parce que non seulement ce mouvement n'existe que de nom, il se bat contre les parents au lieu de se battre pour eux. Leur seul et unique combat, c'est comment faire pour soutirer de l'argent
aux parents d'élèves. Aucune réalisation, aucune innovation, aucun projet, aucune ambition. Si je dois donner mon avis, je crois que de tout mon cœur que ce mouvement est à bannir de nos écoles sans tarder. Je pense que cela sera possible, Mohamed. Souleymane Touré, nous avons terminé avec Souleymane Touré qui nous dit je suis d'Abangourou. Merci. Bon, au niveau du COJES, tout est vanité. Pourquoi? Car vous-même, si l'État pouvait faire venir des gens pour visiter notre collège moderne d'Abangourou, vraiment, je lui serais reconnaissant. Même aujourd'hui, les élèves sont là revendiqués, les tables, les bancs, et avec ça, ils font croire aux gens que le CMA avance vraiment tous en vanité. Comment je suis un délégué du collège, c'est pour cela que je vais vous faire part de ces nouvelles. Vraiment, c'est décevant de leur part. Il parle beaucoup de vanité. D'accord, très bien. Et ces internautes sont très durs. Bon, avoir leur nom, c'est ne pas. Commandant Massoud, Toumani Touré, des surnoms. Hein. Souleymane Touré. Oui, ça veut dire que les jeunes sont au front pour la bataille, pour que l'Afrique puisse aller de l'avant. C'est pour ça que j'imagine qu'ils ont ces gens de surnoms. Je pense que c'est déjà le COJES, c'est une bonne chose. Ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, c'est expérimenté dans plusieurs autres pays, au Mali, au Japon. Et le Japon, je pense que c'est le meilleur exemple de COJES. Donc, ils sont en train de faire, dans la coopération japonaise et certains pays africains, ils sont en train de faire des modules de formation. Je pense que ce qui manque, c'est la formation et l'information. Oui, donc, chacun agit comme il veut. Par exemple, quand l'internaute parle de construction d'écoles, dans le COJES, de murs d'école, dans le COJES aussi, il y a le conseil régional, il y a le maire, qui sont des agents de développement. Pourquoi ils sont dans le COJES? C'est parce qu'on sait que c'est un pôle de développement et ils ont les moyens de mettre pression sur ces individus qui gèrent les petits groupes de COJES. Le véritable problème, c'est que ni les élus locaux, ni les parents d'élèves et les enseignants sont formés dans le réel fonctionnement du COJES. Et la promesse a été faite par le coordinateur. Permettez-nous d'aller à Méagui, Seydina. Nous retrouvons M. Inoussa. Inoussa, bonjour. Il est parti malheureusement. Inoussa, 22 42 54. Seydina, on vous a interrompu. Moi, je voulais dire que le véritable problème, c'est que l'État puisse frapper. Parce que quand l'État, aujourd'hui nous parlons de l'État, quand l'État met certaines structures sur place pour aider au fonctionnement des choses, il faut que l'État aussi puisse avoir un droit de regard et frapper. C'est la même chose. Aujourd'hui, on parle du COJES, il y a le BRUIDA, il y a le guichet unique automatique et automobile, il y a les syndicats de transport partout. C'est des structures qui sont mises en place pour que les choses puissent se dérouler tranquillement. Mais malheureusement, on a l'impression que c'est des caisses noires pour certaines personnes et ce sont les usagers qui souffrent, ce sont les populations qui souffrent. Très bien, on va revenir tout de suite. Monsieur Inoussa est de retour. Il nous appelle depuis Méagui, c'est dans le pays profond. Bonjour Inoussa. Bonjour Mohamed Kanté. Merci d'être avec nous, merci de choisir On garde le contact sur RTU2. Vous avez deux chapitres devant vous aujourd'hui. Le chapitre concernant la lutte contre Ebola et l'autre chapitre c'est le COJES. Lequel des chapitres vous allez choisir? Bon, moi, c'est le chapitre du COJES. COJES, voilà. On vous écoute alors. Vous avez des remarques, vous avez des inquiétudes par rapport au COJES? Beaucoup même, M. Mohamed. On vous écoute alors. Bon, parce que je suis d'accord avec M. Chekna. Seydina. Oui, je suis d'accord avec lui. Sur quel point? Parce que moi, je suis parent de rêve. On nous fait cotiser de l'argent. Même avant, j'ai un petit village qui a coûté de 100 euros. J'ai mes enfants qui sont à l'école là-bas. On m'appelle avant et on me dit d'envoyer 6 000 pour l'argent de COJES. Sinon, ils vont les renvoyer. 6 000. Et j'ai demandé le nom du directeur. On m'a dit le directeur s'appelle M. Tambou, je ne sais pas, Tambou, quelque chose comme ça. Je dis, il n'y a pas de problème. S'il dit qu'il va les renvoyer, il n'a qu'à les renvoyer. Puisque l'école même vient de commencer, ça ne vaut même pas 2 mois. Cet argent qu'on paye là, où ça rentre? On ne sait même pas où ça va. En fait de compte, c'est eux-mêmes, ils prennent, ils partagent entre eux, ils font des petits trucs entre eux, on ne sait même pas où l'argent rentre. Est-ce que l'État même au courant de ce qui se passe dans le programme de COJES? Est-ce que l'État même sait ce qui se passe dedans? Oui, je pense que le COJES a d'autres missions qui ne sont pas de lever des cotisations. Et le coordinateur national était ici. Il a demandé de ne pas du tout renvoyer
des enfants de l'école, hein, de ne pas du tout faire sortir les enfants des classes pour des cotisations COGES. Donc, soyez tranquille à ce niveau, je pense qu'il s'agit d'un acte illégal. Cet acte a été disqualifié ici par le coordonnateur national, M. Kwame David. Voilà. Ce que moi je peux le dire, hein, d'après l'école, on dit école terre rouge. S'il vous plaît, j'ai dit, frère, ce que moi je peux vous dire, d'après ce que le coordinateur national de COGES a dit ici, si le directeur renvoie vos enfants, à la prochaine émission ici, vous appelez pour dire le nom du directeur, le nom de l'école, pour dire à cause des cotisations du COGES, ils ont renvoyé vos enfants. Aussi, mais attention aussi de ne pas faire... voilà, ça dit la réalité, la vérité seulement. Hein. Ne pas du tout faire... C'est la vérité, je suis en train de vous dire. Voilà. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée. Diop, quelque chose aussi fait pitié aussi. Il dit que l'école n'a fait que commencer et déjà on continue. Ça veut dire que si on était un peu plus loin, il aurait accepté. Oui, mais les parents même ont dit... C'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude et chaque année, on impose des taxes supplémentaires. Et puis, en fait, s'il y avait une assemblée générale où il y avait un plan de développement de l'école, dans ce plan de développement, ça serait expliqué qu'il y aura peut-être tel nombre de cotisations, voilà à quoi ça va servir. Ou bien, après les cotisations, on n'a jamais eu de bilan de comment les fonds sont utilisés. Elles servent à quoi pendant toute l'année? Et quand je prends l'école... Tu veux les bilans d'une caisse noire? Tu n'auras jamais les bilans d'une caisse noire. Non, mais c'est des caisses noires. Les parents ne savent même pas le monsieur a démontré par A plus B vrai. ici qu'il n'y a pas de cotisation sauf en cas exceptionnel. C'est-à-dire que cas exceptionnel, on peut savoir pourquoi on cotise et on sait où ça va aller. Voilà. Mais s'il y a cotisation, le monsieur dit déjà, l'école n'a même pas encore commencé. Ça veut dire quoi? Il n'a même pas encore soufflé de l'achat comment on appelle, des fournitures. On vient lui parler encore de 6 000 francs de renvoi. Sous peine de renvoi. Sous peine de renvoi. Voilà. Patrick. Oui, deux réactions, deux constats même, qui vont un peu dans le sens des chroniqueurs, M. Sidian et Diop. Les COGES sont très souvent mal gérés. Ils demandent les cotisations sans toutefois expliquer les raisons et les motifs de ces cotisations. Et le comble, souvent, ces cotisations ne sont pas utilisées à bonne échéance. Il y a souvent un constat, c'est que les COGES sont gérés par des personnes qui n'ont aucun élève dans ces écoles. En un mot, il faut revoir le système COGES qui, au lieu de chercher le bien-être des parents, d'élèves, cherchent plutôt eux-mêmes leur bien-être financier. Dernière réaction, Landry Steb nous dit « Oui, déjà entendu parler, mais les actions dans diverses écoles n'ont pas eu grande satisfaction pour les parents, enseignants et élèves. Il y a des problèmes de leader dans les établissements, entre enseignants et le COGES, car on ne sait vraiment pas qui est le supérieur hiérarchique et comment doivent-ils travailler ensemble. Voilà. Et ça a été expliqué ici aussi. Hein. Il y a des dysfonctionnements liés à l'administration des COGES marchent aussi. Hein. Le cas d'une école à Djamé le COGES a pu servir d'interface entre l'école et un mécène, le Badra, qui a réhabilité les aires de jeu et les terrains de sport. Et des COGES arrivent à faire des plantations pour faire des fonds, comme le cas du COGES de Dabou. Et ça a été dit ici sur ce plateau et ça a été encouragé par le coordinateur national. Voilà. Cette émission a été réalisée par Fatou Koulibaly. On salue toutes les équipes qui ont travaillé sur ce programme. Le son était l'affaire de M. Maurice, voilà, qui est avec nous depuis ce matin. Et Kitendio était au magnéto. Il a eu quelques couacs aujourd'hui, les jeunes. Et on salue Mme Bridi Lat Lekadi, qui est aussi de l'équipe. Et côté studio, M. Yao, Francky et le chef du village, M. Fousseni Maïga, qui l'ont dit félicitations pour l'arrivée d'un nouveau-né dans la famille. Nous, on a rendez-vous lundi prochain pour un nouveau sujet, le premier sujet du mois de novembre 2014. Et on garde les contacts, continue demain avec Patrick et Bidéfer au même amphi. On parlera des cultures, on est encore dans le tableau récapitulatif. Merci à vous, Seydina. Merci. Merci Diop. Merci Patrick. Vous retrouverez ce programme sur RTI Mobile. Il faut persévérer, ne jamais baisser